Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. D'ici environ 2 semaines se tiendra à Glasgow la COP26, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Depuis 2015 et la désormais célèbre COP21, ayant mené à l'accord de Paris, le monde se réunira cette fois en Écosse pour tâcher de transformer l'essai d'un accord mis à mal au fil des années. Des enjeux majeurs sont sur la table des négociations. C'est pourquoi Pacific Venturi Media a mis en place un dispositif spécial pour t'aider à comprendre, suivre et analyser cet événement. Au travers de nos newsletters et de nos podcasts, nous te donnerons toutes les clés de Glasgow. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Hervé Lallemand, docteur en droit de l'environnement en Polynésie française et spécialiste des réfugiés climatiques. À suivre donc une conversation avec Hervé. Hervé Yorana. Yorana, Maruruiti Fareira. Alors, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui t'écoutent? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Hervé Imana Lalman-Moé. Je suis docteur en droit public. Je suis chercheur à l'Université de la Polynésie française et un de mes sujets de recherche de prédilection, c'est les effets juridiques des changements climatiques et notamment dans le Pacifique. Avec une spécialité aussi sur les réfugiés climatiques. Tout à fait. Entre autres, il y a pas mal de problématiques qui sont liées au changement climatique, la disparition des territoires, les migrations liées à l'environnement, comme le bien connu réfugié climatique. Alors, donc, la COP26 va démarrer d'ici 2 semaines maintenant, quasiment jour pour jour. Est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer les mécanismes fondamentaux de cette conférence internationale? En clair, la COP26, c'est quoi? Oui, alors c'est plutôt intéressant de faire un rappel en la matière parce qu'on a tendance à mettre un petit peu sur un piédestal les COP. Tout simplement, que dire? Tout simplement que Conference of Parties ou la conférence des parties, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de traités à l'international, dans beaucoup de conventions internationales. Donc c'est pas quelque chose qui est typiquement lié à la protection de l'environnement ou à la lutte contre les changements climatiques, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend tous les ans uniquement pour ce sujet. En fait, l'Organisation des Nations Unies en 1992, à l'occasion du sommet de Rio sur l'environnement, s'est dotée d'un traité relatif au changement climatique, c'est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, ou en anglais UNFCCC. Et donc, comme n'importe quel traité de ce type, chaque année, il y a une conférence des parties, c'est-à-dire une conférence des États membres et des organisations membres, qui se réunissent pour le suivi des dispositions de cette convention internationale. Alors, évidemment, dans le cadre de la COP, il y a des aspects un petit peu plus intéressants, notamment le fait qu'en 2015, on a adopté l'accord de Paris sur le climat, qui est un traité international sous le couvert de la Convention 4 des Nations Unies. Et l'objet, au fait, de toutes les COP depuis la COP 21, c'est l'application concrète de cet accord de Paris, ce fameux accord de Paris qui, grosso modo, vise à diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre au niveau international. D'accord. Alors, l'accord de Paris, dont on sait qu'il avait pris du plomb dans l'aile, puisque les États-Unis, finalement, l'avaient quitté après l'élection, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a un nouveau président. Du coup, les négociations qui vont avoir lieu à Glasgow vont se dérouler entre les signataires de l'accord de Paris. Donc, concrètement, ils vont discuter de quoi? De la suite de l'accord de Paris, d'un nouvel accord, d'objectifs spécifiques? Alors, c'est souvent aussi la chose un petit peu difficile à appréhender par rapport à la présentation des COP par les médias. C'est toujours une grande messe, un grand événement, mais je tiens à relativiser encore une fois les États membres, ou en tout cas les parties, parce qu'il y a des organisations internationales, vont se réunir de manière tout à fait habituelle pour discuter à la fois de la Convention 4 des Nations Unies, mais plus spécifiquement de l'application concrète de l'accord de Paris. En fait, depuis la COP 21, on a adopté l'accord de Paris, super. Maintenant, il s'agit de matérialiser cet accord, donc dans les faits,
que peut-on faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si on devait synthétiser les négociations, elles vont porter d'une part sur on va dire les contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire les plans d'action, les objectifs d'action des États membres visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'objectif étant un réchauffement à 1,5 degré. Bon, tout en sachant que le dernier rapport du GIEC n'est pas forcément très optimiste en la matière, et la dernière COP a démontré que les objectifs des États sont encore assez modestes, ces fameuses contributions. Donc l'un des objectifs, ça va être de pousser les États à avoir des plans beaucoup plus ambitieux. Et ensuite, il y a des négociations qui vont certainement porter sur des aspects plus précis, plus concrets de l'accord de Paris, notamment en ce qui concerne les mesures de compensation, d'indemnisation des territoires les plus vulnérables au changement climatique, et aussi un aspect assez complexe lié au marché carbone. En réalité, beaucoup de choses vont être évoquées, et aussi plus globalement le financement des actions climat. Alors, tu disais que le cœur des négociations, c'est les actions concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est COP21, là on est à COP26, c'est-à-dire qu'on a attendu 4-5 ans pour mettre des actions concrètes, c'est ça que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps, malheureusement, pour parvenir à des actions concrètes. Pour la simple et bonne raison que si tous les États dans le monde, en tout cas tous les signataires de l'accord de Paris et a fortiori de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques sont d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de limiter les émissions, chaque État a une vision bien différente, on le sait très bien. Lors de la COP l'année dernière, il y a eu une certaine opposition des États d'Amérique latine, des États d'Afrique, en tout cas des États qui sont en développement et donc qui n'ont pas la volonté de réduire drastiquement leurs émissions pour des raisons diverses, mais liées au développement de leur État respectif. Donc il est tout à fait logique que ça prenne du temps. Alors le problème, c'est qu'on est dans le cadre des changements climatiques, de la protection de l'environnement, mais aussi finalement, c'est un peu fort de dire ça, mais de la civilisation humaine, et que les rapports scientifiques démontrent qu'il faut se presser, il faut prendre des mesures rapidement, et c'est vrai que ça ne se cale pas forcément très bien avec les négociations diplomatiques habituelles qui s'effectuent sur de nombreuses années. D'accord. Alors, au-delà de ces négociations gouvernementales et de ce ballet diplomatique, on va dire, à Glasgow, on attend près de 20 000 personnes. Donc, il y a bien plus que des gouvernants. Il y a de nombreux acteurs de la société, on va dire, qui seront présents sur site. Des ONG, des entreprises, des artistes, des activistes, etc. Quel impact ces personnes-là qui vont se déplacer à Glasgow peuvent-elles avoir sur le résultat des négociations? Est-ce que c'est courant en diplomatie d'avoir ces espèces de lobbying qui ont lieu en même temps? Alors c'est très rattaché au sommet sur l'environnement et au COP, effectivement, d'avoir des side events et notamment un pavillon qui est réservé aux ONG et aux États aussi, qui sont représentés. Alors, quelle est l'influence sur les négociations? Je vais être honnête, quasi inexistante. Les négociations sont réalisées de manière séparée. Alors ça, c'est une demande depuis de très nombreuses années sur les COP, c'est de faire participer un petit peu plus la société civile à ces négociations. Mais le problème, c'est qu'on est dans le cadre de négociations de conventions internationales, de traités, en tout cas soumises à des règles, et donc c'est des règles diplomatiques, tout simplement, des règles de droit international, et bon, ça se marie assez peu avec l'effervescence du pavillon des ONG. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à la COP23, et même si l'influence des ONG sur place est peut-être minimisée en quelque sorte sur les négociations, l'importance globale
de ces side events est néanmoins présente parce que les États de leur côté négocient, mais de l'autre, les ONG sont là pour mettre un petit peu de pression, faire de la médiatisation, et aussi plus prosaïquement, il y a un partage de connaissances, de technologies, il y a de la pédagogie entre les différents États, les représentants des États, des propositions notamment d'entreprises pour les énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose d'assez effervescent et intéressant, même si ça reste un événement parallèle. Ouais. Et ça permet aussi à beaucoup d'avoir une vitrine sur leurs actions, sur les entreprises par rapport à leurs projets d'investissement, les ONG par rapport aux actions qu'elles mènent, etc., etc. Tout à fait. D'ailleurs, les États font leur pub lors de ces événements parallèles et démontrent par A plus B qu'ils ont été pour le moins bons dans, on va dire, dans cet objectif de réduction des gaz à effet de serre. D'accord. Alors, une fois que les négociations vont se terminer début novembre, mi-novembre à Glasgow, et qu'ils arrivent à trouver un accord, comment cet accord-là va être mis en œuvre et est-ce qu'on peut espérer qu'il sera suffisamment concret, j'allais dire coercitif, même si on sait qu'on est à l'échelle du droit international, mais pour être véritablement efficace, parce que comme tu disais, il y a urgence. Donc, il faut espérer que ça, enfin, on ait quelque chose. Tout à fait. Alors coercitif, non. Ça c'est, il faut malheureusement l'énoncer. D'ailleurs, l'accord de Paris, qui est quand même une avancée remarquable, hein, il faut quand même le dire, est un accord qui est tout sauf coercitif, hein. En fait, il invite les États à avancer dans différents domaines, donc principalement la réduction des gaz à effet de serre, mais en ce qui concerne la COP26, on peut penser que ce seront plutôt des invitations. Alors comment ça va se concrétiser si on a des réponses en matière de dispositifs concrets d'application de l'accord de Paris, ce sera énoncé lors de la décision finale. En fait, il y a soit cette possibilité, soit une possibilité comme la COP de l'année dernière, où c'est une simple invitation aux États à faire mieux. Et alors là, on pourra se dire, c'est un échec, en fait. Ouais. C'est une redite. Donc on va savoir très rapidement à la fin de la COP si les points les plus problématiques vont être résolus. Donc à minima, ça sera une invitation pour les États à faire mieux. Et au mieux, eh bien, ce seront des avancées sur des articles précis de l'accord de Paris. D'accord. Donc, soit on aura de vagues déclarations d'intention, soit on aura vraiment des engagements qui, sans être coercitifs, en tout cas, sont suffisamment clairs pour être applicables et pour produire de potentiels effets. Tout à fait, notamment des précisions dans les définitions. Les termes de l'accord de Paris sont parfois, je dirais pas nébuleux, mais généraux. Et en fait, la question, c'est de savoir si les États vont se mettre d'accord sur une certaine application de ces dispositions. Je pense notamment à l'article 5 et à l'article 6 de l'accord de Paris. D'accord. Alors, dans les semaines à venir, justement, pour les gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre l'actualité, se dire, OK, à quel moment, ou qu'est-ce qu'il faut que je surveille comme déclaration, peut-être comme acteur, quels sont les éléments qui vont commencer rapidement à nous dire, OK, la COP26 se déroule bien et va dans le bon sens ou pas? Et quelles seraient, d'après toi, tes recommandations pour dire sur quels éléments, quels indicateurs surveiller, en fait? Alors moi, ma recommandation, qui est un peu une recommandation de chercheur technocrate, ça serait évidemment d'aller consulter le plus souvent possible le site officiel de la COP26, hein, le site des. En réalité, il y a plusieurs sites officiels, mais il y a le site des Nations Unies, hein, qui porte sur la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui comporte un volet COP26, et il y a aussi le volet de l'organisateur sur la COP26, qui est un peu plus communication, si je peux me permettre, marketing, en présentant sous un angle positif cet événement, mais ce qui est très bien. Et c'est le site officiel du Royaume-Uni, en fait. Donc, qui collabore avec l'Italie, mais on voit très bien que c'est un site officiel du Royaume-Uni. Donc, ce sont les deux sources de base. Alors, on a quand même pas mal de chance pour les événements COP,
dans le sens où ils sont extrêmement médiatisés, en fait. Donc, que ce soit sur Internet, à la télévision ou à la radio, il y aura forcément un suivi médiatique, étant donné que cette problématique est fortement suivie par les médias. Et c'est un des rares événements internationaux de ce niveau où finalement les citoyens, même non spécialistes, peuvent avoir l'information de manière assez passive même, étant entendu qu'on va en parler. Et à mon avis, d'ici la fin de la COP26, il y aura un très 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 grand nombre de médias qui relayeront le succès ou l'échec de cet événement. Effectivement, et au niveau de Pacific Venture Media, on n'hésitera pas à assurer le suivi de tout ça, notamment grâce à des personnes comme toi, et on aura peut-être l'occasion de te retrouver justement pour faire le bilan après l'événement, pour que tu nous apportes également tes éclairages. Super, Maruru. Merci beaucoup Hervé, Maruru. La COP26 sera-t-elle un succès, comme l'a été la COP21 ? Comme nous l'écrivions dans la newsletter Tehoe de cette semaine, les espoirs des spécialistes du secteur ne sont pas très élevés. Mais c'était déjà le cas en 2015 avant que l'accord de Paris ne soit négocié. À suivre donc. En tout cas, comme nous le mentionnait Hervé, le balai diplomatique et ses processus complexes prennent du temps et impliquent énormément de facteurs, ce qui rend les négociations particulièrement difficiles sur un rythme qui peut parfois être en déconnexion totale avec l'urgence qui accompagne le problème. Alors espérons que les gouvernements du monde auront le courage et la volonté d'agir vite et efficacement pour notre futur collectif. Plus d'infos à suivre dans nos podcasts et nos newsletters des prochaines semaines. N'hésite pas entre-temps à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à aller sur notre site internet www.pacificventuri.com où tu peux retrouver toutes nos newsletters et nos podcasts et t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro ou un épisode. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana.